Et voilà pour ce film de Thierry Derouet, Chlordécone, poison durable. Alors pour parler de ce scandale écologique et sanitaire qui fait autant de bruit aux Antilles que, je ne sais pas, l'amiante ou le sang contaminé en France, pour s'interroger sur les conséquences à long terme de ce pesticide sur l'environnement et la santé des gens, pour comprendre pourquoi d'éventuelles responsabilités n'ont pas encore été mises à jour. Eh bien, autour de la table, Catherine Procaccia, vous êtes sénatrice UMP du Val-de-Marne, vous êtes membre de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, très belle appellation, et vous avez fait un rapport, il y a de ça 5 ans, sur justement le chlordécone, c'est ça Voilà, hein? sur le chlordécone, missionné par les deux assemblées, Parlement et Sénat, Pour aller voir un petit peu pour faire le point à l'époque où on a commencé à parler de la situation en métropole. En face de vous, Jean-Claude Durimel, qui est avocat au barreau de Paris, guadeloupéen, et vous regroupez autour de vous un certain nombre d'associations ou de particuliers qui veulent être partie civile dans cette affaire du chlordécone. Oui, une plainte a été déposée en 2006 avec un collectif d'avocats, donc Harry Durimel qui mène ce collectif, Maître Bangou, Maître Zelin et Maître Aristide et moi-même. Et depuis 2006, effectivement, la plainte est déposée et cette plainte, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, a connu bien des aléas avant de pouvoir enfin commencer à prospérer. Parce qu'on le verra, il n'y a toujours pas eu de procès sur cette affaire du chlordécone. On ne sait toujours pas s'il y a des responsables et l'instruction est en cours. Et l'instruction, donc, Jean-François Narbonne, vous y avez participé avec votre collègue Luc Multinier. Vous êtes vous-même un toxicologue et vous avez réalisé un premier rapport sur la toxicité de ce chlordécone et la façon dont il a été utilisé. C'est bien ça, hein, pour éclairer le juge d'instruction. C'est ça. Au sein de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, on a d'abord fait toutes les études d'exposition alimentaire et participé. Vous essayez de nous clarifier un peu les choses, parce que même si le documentaire est clair, ça n'empêche que c'est quand même un sujet un peu compliqué. Alors, il y a François Vieilleret qui va nous rejoindre tout à l'heure. Lui est porte-parole d'une association qui s'appelle Génération Future et qui s'occupe de ces questions-là. Mais on va commencer avec vous, Thierry Derouet, puisque vous êtes le réalisateur de ce film, avec la question classique. Pourquoi avoir choisi ce sujet, ce chlordécone? Aux Antilles, on connaît, je disais, mais en France, tout le monde ne connaît pas le chlordécone quand même. Tout à fait. J'étais un peu le candidat de cette histoire. J'ai travaillé en étroite collaboration avec Cécile Évrard, qui est journaliste à France Antilles, qui connaît bien le dossier, qui s'en occupe depuis 7 ans ou 8 ans maintenant. Et j'en avais entendu parler, mais de façon très sporadique en France, puisque les Antilles sont loin, que ça ne nous concerne pas, parce qu'il n'y a pas de banane ici, bien évidemment. Et puis voilà. Mais ça fait là-bas le même bruit qu'ici, je disais, l'amiante ou le scandale du sang contaminé. C'est vraiment quelque chose qui fait partie maintenant des Antilles et des préoccupations des Antillais. Puisque ça fait... Même ça fait une vingtaine d'années que c'est interdit, on en parle, puisque les conséquences, on les mesure quotidiennement et de plus en plus actuellement, et que c'est un vrai traumatisme, je pense, dans l'esprit des Antillais, et c'est marque au fer rouge pour eux, et sachant en plus que c'est pour des dizaines, voire des centaines d'années. En quels termes on en parle avec cette volonté de savoir effectivement pourquoi on a fait ça, comment on a fait ça, qui est éventuellement responsable de cette histoire? Il y a ce souci-là. C'est une des grandes questions. Qui est responsable? On sait pertinemment, enfin le film le démontre un peu, et je pense qu'on l'établira dans le débat. Il y a eu pas mal de passe-droit, d'incompréhension administrative, de lobbying, de choses un peu étonnantes. Et ça étonne beaucoup les Antillais qui se demandent d'où viennent les responsabilités. Comme les choses n'ont pas été plus avant, qu'il n'y a pas de procès encore établi, c'est une vraie interrogation. Et après, on mélange un peu, des fois, il y a un peu des fantasmes ou une imagerie populaire. On a peut-être tendance à faire l'amalgame des choses, mais en tout cas, la conscience des Antillais est très très présente sur ce problème. Et pour en parler, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas eu des portes fermées, des gens qui vous disent non, on ne veut pas en parler. C'est pas tabou. Ça fait partie maintenant du débat. Les gens plutôt envie d'en parler, sont demandeurs d'informations. Y compris les producteurs de bananes. Tout à fait, puisqu'on a eu leur témoigne dans le film. Et habituellement, c'est vrai que ce sont des gens qui parlent peu. Il n'y a pas de honte vis-à-vis de ce produit. Maintenant, il y a une recherche collective de vérité. On peut le dire, oui. Enfin, sous couvert des uns et des autres, mais je pense que... Moi, j'ai trouvé que le film était assez bien fait. Il reflète un petit peu la situation que nous avions vue en allant faire notre enquête là-bas, mais surtout avec toutes les auditions que nous avons faites ici au Sénat. Je trouve qu'il manque un tout petit peu cette lueur d'espoir que peut apporter la recherche. Et qu'est-ce que la recherche? Parce que
vous êtes dans une démarche, en tout cas certains, de dire qui sont les responsabilités. Nous, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques, on est dans la démarche de dire qu'est-ce qu'on peut faire de telle sorte que pour l'avenir, éviter ce genre de mésaventures à l'avenir. Éviter, mais aussi faire en sorte que les terres des Antilles puissent être dépolluées et qu'on ne se dise pas, comme ça les chercheurs l'ont montré, que les terres sont pour l'instant polluées pour 300 à 700 ans. Donc l'idée de l'Office parlementaire, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment peut-on aider la recherche de telle sorte que ça ne dure pas autant de centaines d'années que pour l'instant ça l'était. Jean-Claude Duhamel, le film. Le film, je l'ai trouvé très bien fait. D'ailleurs, c'est ce que je disais au réalisateur. Et pour revenir à votre question de tout à l'heure quant à la préoccupation des Guadeloupéens et des Martiniquais, simplement pour illustrer, l'ouvrage qui a eu le plus grand succès en librairie depuis des années en Guadeloupe et en Martinique, c'est précisément un ouvrage qui a été coécrit par M. Boutrin et l'écrivain que vous connaissez, Raphaël Le Confiant, qui s'appelait Chlordécone, un empoisonnement annoncé ou quelque chose comme ça. C'est le livre qui a été le plus vendu en Guadeloupe et en Martinique. C'est donc dire que c'est une préoccupation quotidienne des Guadeloupéens et des Martiniquais. Ça fait longtemps que maintenant qu'on met tout sur la table, qu'on en parle ouvertement, que ça agite... Puisque moi je suis avocat et je viens à ce titre ici, la plainte a été déposée, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2006. Nous sommes en 2013 et bien avant, en amont, il y a eu un certain nombre de rapports déjà qui ont été déposés, un certain nombre d'associations se sont intéressées à la question, se sont mobilisées, donc ce n'est pas quelque chose de récent en Guadeloupe en tout cas et en Martinique, peut-être en métropole, c'est récent, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps aux Antilles. Un mot, professeur Narbonne, et puis on va revoir un extrait du film. Le film est bien fait dans la mesure où la plupart des interlocuteurs ont été interviewés et ont dit leur position. Donc, c'était pas un film à charge ou à décharge, comme on peut voir des fois des documentaires. Donc, de ce côté-là, c'est très bien. Pour ce qui concerne le sujet, en fait, on a un problème de risque chimique en France. Vous parliez de l'amiante. Hein. Il y a d'autres, les cancers du bitume, de la route, etc. Je veux dire, il y a eu pendant 30 ans une omerta complète de l'ensemble de la société, pendant ce qu'on appelle les 30 glorieuses, qui a refusé de voir les risques chimiques déjà dans le milieu de travail, et les agriculteurs n'étaient pas spécialement traités différemment que les autres travailleurs de l'amiante. Une sensibilité, une approche très différente. C'était l'économie, pendant les 30 glorieuses, c'est l'économie. Et les lanceurs d'alerte ont été dès les années 60, et les gens, la société dans son ensemble. C'est pour ça que ça va être très difficile de chercher des culpabilités, parce que c'est l'ensemble de la société qui a refusé de voir les risques. Et ça a démarré en 2000, dans lesquels on a commencé à voir d'abord les risques professionnels et aussi après les risques environnement et les risques pour l'ensemble de la population. Donc c'est quelque chose, en métropole comme dans les îles, en Martinique et en Guadeloupe, la démarche a été parallèle, je dirais, il n'y a pas eu de cas particulier, sauf que la molécule était spéciale pour les bananes. On voit des belles images en Guadeloupe. Et vous dites-vous qu'il faut, quand pas que pour les bananes, puisque ça a été utilisé sur les pommes de terre en plus grande quantité. Et qu'il faut, vous dites-vous, que sur ce genre de dossier, il faut aussi se resituer dans la connaissance de l'époque. C'est important aussi. Alors on va voir, avant d'accueillir François Villette, un petit extrait, et je vous remercie donc d'avoir participé à ce début de débat, sur ce chlordécone et sur le lien qu'il peut y avoir entre chlordécone et cancer de la prostate. On écoute. C'est un cancer qui, lui, est beaucoup plus fréquent que dans toutes les autres régions de France, 2 fois plus de cancer, et on en meurt 2 fois plus. C'est celui qui saute aux yeux de toutes les familles, parce que chaque famille a un membre homme de sa famille qui a été touché, et il représente à lui tout seul, chaque année, 500 nouveaux cas en Guadeloupe, 500 nouveaux cas en Martinique, ce qui fait la moitié des nouveaux cancers, tous sexes confondus. Le chlordécone est un facteur de risque supplémentaire de survenue du cancer de la prostate dans nos 2 régions. Voilà pour cet extrait. Merci François Verret de nous avoir rejoints. Donc je disais, votre association, elle s'appelle Génération Future. Bon, donc ça veut tout dire, c'est qu'on se soucie de de l'empreinte qu'on laisse pour ceux qui vont venir derrière nous. Il ne faut pas abîmer trop l'environnement, c'est ça le souci? Pas leur laisser un héritage toxique comme celui du chlordécone, par exemple. Bon, et sur le chlordécone, alors quand vous avez vu le film aussi, vous avez réagi comment?
Je connais assez bien le dossier. J'ai travaillé sur la rédaction d'un bouquin il y a plusieurs années. On a consacré un chapitre avec mon ami Fabrice Nicolino à ce sujet. Même si l'époque était quand même une époque avec de grandes désinvoltures par rapport aux risques chimiques, il y a quand même eu, c'est mon opinion, un traitement particulier réservé aux Antilles. On savait aux États-Unis, je crois, dès 1976, que le produit posait un problème, avait été interdit. Bien sûr, même si c'était un accident industriel, on connaissait les principales caractéristiques de danger de ce produit. Et malgré de multiples rapports, dès la moitié des années 70, on a quand même toléré le maintien sur le marché, l'utilisation de ce produit, ce qui me paraît quand même tout à fait suspect. Et quand même, je pense qu'il y a eu un traitement très mauvais pour les Antilles. Je ne suis pas sûr que la même chose se serait passée si on avait eu ce produit. Alors, on va en parler. En métropole, on va parler de ce calendrier, de cette catastrophe annoncée quand même. Mais on va revenir déjà sur ce qu'on sait de ce chlordécone. Parce qu'on vient d'entendre cet extrait où on nous parle de cancer de la prostate et de chlordécone. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Je ne sais pas ce qu'on sait des risques sanitaires de ce produit. Je ne sais pas qui le dit, peut-être vous un peu. Les risques, je pense que le professeur Narbonne, qui a déposé un rapport là-dessus, en parlera mieux que moi, mais il me semble important, effectivement, de faire un point chronologique pour compléter ce que disait monsieur, quelques dates simplement, et qui fixeront les idées pour chacun. Le chlordécone a été interdit aux États-Unis en 1976. Il me semble que ce qui est dangereux pour Madame Progressier a dit à la suite d'un accident, c'est ça? Il y a eu un accident industriel. Dans une usine de production de ce produit-là. Et ce qui était amusant, c'est que les États-Unis ont continué à produire la chlordécone, mais ils l'ont fait produire au Brésil. Attendez, je continue le rappel Mais chronologique. on pouvait l'utiliser aux États-unis? On pouvait l'utiliser? Interdit en 76. Il était interdit de production. En 76, De toute façon, il n'y avait pas de banane. interdit Il n'y avait pas de banane aux États-Unis. En 1981, sachant que ce produit était interdit aux États-Unis, un planteur martiniquais a racheté le brevet. Il a racheté le brevet pour pouvoir produire ce produit et l'utiliser en Guadeloupe et en Martinique. Alors qu'en 76, on savait déjà que c'était interdit. Donc en 81, ce brevet a été acheté en conscience par un planteur martiniquais pour pouvoir l'utiliser. En 1990, ce produit a été interdit en France, complètement en métropole. France. Et là encore, un lobby, le lobby bananier, il faut appeler les choses telles qu'elles sont, a obtenu une première dérogation en 1991. C'était interdit en métropole, mais en 1991, on a considéré que l'on pouvait quand même l'utiliser en Guadeloupe. Seconde dérogation en 1993, et c'est seulement en 1993 qu'enfin ce produit a été interdit également en Guadeloupe. Bon, on en avait vraiment besoin pour la banane de ce produit, pour le charançon? Il n'y avait rien qui existait contre le charançon. Enfin, il faut resituer dans le contexte. On est les seuls dans les Antilles françaises à avoir utilisé ce produit. Il y en avait ça en s'est fait Afrique, il y ailleurs. en avait plein au Costa Rica, il y en avait plein en Amérique latine, il y en avait au Cameroun. Et surtout, c'était utilisé sur les champs de pommes de terre d'Allemagne de l'Est, d'Ukraine et de Pologne. D'accord. 300 tonnes sur 1600. Pour être plus précis, Madame la sénatrice, ce n'est pas parce qu'on n'avait rien d'autre qu'on a continué d'utiliser ça entre 90, ce que vous avez entendu ne correspond pas à la réalité, entre 90 et 93 aux Antilles, on a continué de l'utiliser à l'instar de ce qu'on avait fait pour le sang contaminé, tout simplement pour écouler les stocks. C'est pas du tout la même chose. Oui, c'est parce que cette molécule est très, très persistante qu'elle a été utilisée. Donc c'était pratique, c'était très dangereux, mais pratique. C'est pour ça qu'on l'a utilisé. Parce qu'aujourd'hui, on a remplacé le chlordécone par un organophosphoré, c'est un insecticide. Ce sont des molécules qui existent depuis longtemps, donc elles existaient déjà dans les années 70. Donc on aurait a pu un faire autre ce produit choix. aujourd'hui pour lutter contre le charançon, qui est dangereux aussi, mais il est moins persistant. Ce parasite qui embête la production des bananes, c'est dangereux aussi, mais moins que le chlordécone. C'est beaucoup moins persistant, donc on peut avoir de la toxicité aiguë, mais on n'aura pas ce phénomène de persistance dans les sols. Et je pense qu'il est important de conserver à l'esprit ce qui a dicté ces dérogations. Encore une fois, c'était pour liquider les stocks. Alors, professeur, que sait-on, avec des mots simples si c'est possible, de ce qu'on a appelé un monstre chimique? Je dis ça, on m'a dit c'est un monstre chimique qui a une durée de vie estimée à 7 siècles. Je ne sais pas si c'est vrai. Selon les sols. Avant qu'on arrive à le dissoudre, à le faire disparaître, à ce qui rend de l'âme, ce produit-là. C'est quoi ce chlordécone? Alors, ça fait partie de la famille des composés qu'on appelle les organochlorés. C'est des produits avec des chlores. Et le fait qu'il y ait des chlores sur les molécules la rend réfractaire à la dégradation. Donc, c'est des produits qui ne sont pas biodégradables. Et ça peut durer comme ça 700 ans? Alors, ça peut durer, mais
Et pas que le chlordécone. On a encore, nous, en France, en métropole, des problèmes sur les PCB, hein, qui sont encore l'objet de mesures de gestion de la part des autorités publiques et des préoccupations au niveau de l'Agence de sécurité sanitaire, et qui sont encore là pour des centaines d'années. C'est-à-dire, ça a commencé avec le DDT aux États-Unis, parce qu'en fait, ces produits-là, le signal d'alarme est venu du livre de Rachel Carson en 62, où on a montré que ces organochlorés étaient extrêmement persistants et pouvaient avoir des effets secondaires, en particulier aux États-Unis, sur les oiseaux, et des choses comme ça. 62. On commence à s'inquiéter de ces produits-là. En 93, on finit par l'interdire aux Antilles. Le Lendan, qui a été fabriqué par Ron Poulenc en métropole, le Lendan, qui était un composé organochloré, n'a été interdit en métropole qu'en 99. C'est-à-dire que pour tous ces produits-là, l'efficacité agronomique a toujours primé. Et quand on parle de dérogation, là, il parlait de 2 dérogations qui ont été données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 50 dérogations par an qui sont données aux agriculteurs pour utiliser des produits interdits pour sauver leur récolte. Donc on sait qu'ils sont dangereux. Donc le problème des Antilles n'est pas un problème particulier. Il est un problème particulier parce que la molécule a été utilisée aux Antilles. Mais je veux dire, la façon dont les services publics, l'État et la société a géré ces problèmes a été exactement la même en métropole. Vous faites un rapport avec Luc Multinier sur ce produit, sa dangerosité. Qu'est-ce qu'on sait de sa dangerosité? On parlait de cancer de la prostate tout à l'heure. Est-ce que, combien de morts le chlordécone, pour faire simple? Alors, revenir, c'est un monstre chimique comme les autres produits qui sont très persistants. Et d'ailleurs, on a une convention qui s'appelle Produits organiques persistants, la fameuse convention de Stockholm POPS, dans laquelle la plupart des organochlorés ont commencé d'ailleurs à être interdits à partir des années 70. Combien de morts le chlordécone? Voilà. Alors, après, c'est tout le but du rapport. Alors d'abord, un produit dangereux, évidemment, c'est un insecticide qui va tuer les insectes. Donc, c'est un produit qui tue. Voilà. Alors, la question, c'est que les études chez l'homme, à part des études comme la plupart des pesticides chez les travailleurs exposés, et là il y a eu l'accident, d'ailleurs souvent les problèmes chez l'homme sont dus à des accidents dans une usine, hein, que ce soit d'ailleurs les PCB ou d'autres produits, c'est le fait où la dioxine a ses réseaux, voilà. Et donc là on voit des effets, je dirais, aigus, et on peut faire le rapport entre une exposition et un effet, parce que les effets sont à la suite directe de l'exposition. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait l'impact du chlordécone sur la population antillaise? Deux éléments importants. Il y a d'un côté les travailleurs des bananeraies qui, comme tous les agriculteurs, ont été fortement exposés aux produits chimiques, aux pesticides, dans le cas du chlordécone, pour lesquels, évidemment, on a une relation, une surmortalité du fait du cancer de la prostate. Bon, il y a plus de cancer de la prostate chez les travailleurs exposés des bananeraies que dans la population normale. Voilà. Et en particulier, dans quelle proportion? Il y a un syndrome, je pense que l'excès de risque est de 70% au-dessus d'une certaine valeur. On a quoi? 70% de risque en plus de développer un cancer de la prostate quand on est ouvrier dans une bananeraie aux Antilles. Voilà, quand on a été exposé aux bananeraies. Donc ça, c'est avéré. Voilà, mais comme les agriculteurs en France ont des lymphomes, il y a des tas de choses en métropole. Ce qui est important par rapport à cette question, c'est que lorsque cela a été dit, c'était en 2007, par un de vos confrères, M. Bellepomme, eh bien, M. Bellepomme a été décrié, on a dit que c'était un incapable, qu'il n'y connaissait rien, et pourtant, vous arrivez en 2013 aux mêmes conclusions, peut-être avec des éléments plus scientifiques, parce que ce qu'on lui a reproché, c'est de ne pas avoir eu une démarche scientifique, mais toujours est-il que ce qu'il a dit en 2007 et qui a été critiqué, c'est ce que vous dites en 2013. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, attendez, Bellepomme, c'est quoi? C'est un scientifique qui s'est spécialisé... Parlons sérieusement. Vous ne le mettez pas trop, mais qui s'est spécialisé sur ces questions-là. Non, on est ici répondez alors sur cette question. C'est pour parler des évaluations. La question était de savoir, est-ce que c'est pour l'ensemble de la population? Bellepomme, vous répondez pas, il vous énerve. Je préfère ne pas en parler. Rapport entre intoxication et cancer, il peut... On parle d'experts, on ne parle pas d'OVNI. Ce que je veux dire, c'est que la question qui était posée pour les Antilles... Est-ce que ça suffit de balayer comme ça d'un verre de manche C'est la position des scientifiques par rapport à Bellepomme. On ne va pas consacrer du temps que j'ai entendu partout. Sérieusement. Mais il a lancé l'alerte. La question est le cancer de la prostate aux Antilles.
c'est-à-dire pour la population générale. C'est-à-dire qu'il y a deux cas. Il y a le cas des travailleurs exposés qui ont des risques supplémentaires. 70% de risques en plus. Voilà. Donc et ça, les autres, mais qui rejoignent tous les agriculteurs qui ont été exposés aux différents types de pesticides pendant 40 ans en métropole. Donc on est dans le même genre de problème. Après, la question qui se pose d'ailleurs en métropole aussi, c'est la présence de pesticides dans les eaux, dans les aliments, etc. Quels sont les risques pour la population? Donc c'est là-dessus. Alors, il faut savoir qu'aux Antilles, accru pour les populations qui habitent aux Antilles. Aux Antilles, il y a déjà un facteur génétique supplémentaire de risque, comme aux États-Unis dans les populations afro-américaines, c'est-à-dire que chez les populations venant d'Afrique, il y a un risque de cancer de la prostate supérieur aux autres. Alors ça, c'est avéré. Voilà. Alors qu'aux Antilles... Chlordécone ou pas chlordécone? Comme les populations de l'Est font plus alors de qu'aux Antilles, il y a plutôt moins de cancers par rapport à la métropole sur d'autres types de cancers. Donc il y a un cancer, des risques supplémentaires sur la prostate, mais qui sont liés à des facteurs génétiques du fait de ces populations venant d'Afrique. Est-ce que ça veut dire, qu'en ce qui concerne les populations qui vivent simplement aux Antilles, qui boivent l'eau des Antilles, qui nagent dans la mer des Antilles, qui mangent des animaux, etc., et les fruits et les légumes des Antilles, est-ce qu'ils ont plus de risques que d'autres de développer des cancers de la prostate à cause du chlordécone? La question aujourd'hui est là. Aujourd'hui, on n'a pas de facteur de causalité, on n'a pas démontré de facteur de causalité pour la population en général. Voilà. Donc, et ça, c'est très difficile à démontrer. Donc vous dites oui pour les travailleurs, mais non pour la population en général. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres types de risques, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt qui se passe aujourd'hui sur les enfants, c'est-à-dire le fait de la présence de résidus à relativement faible quantité pour la population générale, est-ce que ça n'entraîne pas des risques, d'autres types de risques? Sur ces questions-là, déjà... Cognitifs, par exemple, des retards cognitifs ou d'autres choses qui sont, je dirais, des études que l'on fait aussi en métropole. De la même façon, on a une étude en Bretagne sur les enfants nés de femmes exposées aux pesticides, Attendez, etc. Vous dites quoi? Vous dites qu'il y a des enfants aujourd'hui aux Antilles qui ont des retards en vision, en apprentissage, à cause de ça. C'est ce que dit monsieur dans son rapport. Moi, je ne suis pas scientifique. Ah bon, donc c'est quand même pas rien. Il y a une relation avec ça, mais comme avec d'autres produits organochlorés à d'autres endroits. Oui, on n'est pas obligé de se shooter aux produits organochlorés aussi. Non, mais qui sont... C'est l'héritage de la contamination. Alors, attendez, sur la population générale, sur la population générale, c'est un peu délicat de parler de la population dans son ensemble, parce que tous les rapports officiels pointent bien un fait important, c'est que l'exposition de la population au chlordécone n'est pas homogène, et notamment les segments de la population qui dépendent de la fourniture de légumes, notamment des légumes racines, dans des jardins qui sont sur d'anciennes bananeraies fortement contaminées à la chlordécone ou par des circuits de production locale sur d'anciennes bananeraies contaminées à la chlordécone, ces gens-là sont beaucoup plus exposés que le reste de la population. Il se trouve que c'est souvent... Le risque est inégalement réparti. Effectivement, là où il y avait des bananeraies où on a utilisé par le passé du chlordécone, elles ont été rasées, ces bananeraies. Oui, et maintenant, on peut effectivement y avoir un jardin potager, je ne sais pas pourquoi. Et donc, il n'y a pas de connaissance au mètre près de l'emplacement des sols contaminés. Et c'est souvent les strates les plus défavorisées de la société qui sont traités au chlordécone ont été supprimés. Pas toutes, mais il y en a, là où on a fait des analyses, on a pu voir que les sols étaient impropres à la culture, etc. Il n'y a plus de culture. Mais il y a des pollutions historiques qui n'ont pas été identifiées, parce qu'il y a eu une bananeraie il y a 20 ans. Après ça a arrêté d'être une bananeraie. Tous les sols n'ont pas été analysés au mètre carré sur l'ensemble du territoire. Avec l'urbanisation aux Antilles, avec la croissance de la population, il y a un certain nombre d'anciennes bananeraies sur lesquelles on a construit des logements et sur lesquels il peut avoir des petits jardins. Et c'est ces petits jardins, même si une cartographie a été faite progressivement, qui sont pollués. Et là, le gouvernement, dans le plan chlordécone, avait mis en place quelque chose qui nous a paru très intéressant, qui s'appelait l'étude JAFA, les jardins familiaux, pour essayer d'aller analyser tous les sols et de pouvoir dire aux particuliers, attention, votre sol est dangereux, ne consommez des légumes racines, parce que la chlordécone ne va pas dans le fruit, la chlordécone ne va pas dans l'arbre, c'est uniquement dans la terre. Oui, on donc dit que ne mangez pas les bananes, ne mangez pas, oui, tout à fait, ne mangez pas de légumes racines plus d'une fois ou 2 fois par semaine. D'accord. Ça, c'est ce qu'on a fait en termes de dépistage, pour repérer les endroits et les terrains qui avaient été pollués. Cette approche est contestée quand même, parce que ça revient à dire...
ces produits sont toxiques, mais vous pouvez quand même en manger un petit parce peu qu'il y tous a les des jours. limites. Donc Non, cette pas tous les approche, jours, non, c'est cette 2 fois ou approche-là 3 est fois par contestée. semaine. Je sais bien que c'est dans le plan chlordécone, Alors, mais c'est une approche Ce qui a contestée. été fait, il y a des études qu'on a fait à l'ANSES de façon très précise et très détaillée d'ailleurs. Il y a eu 2 rapports en 2005 et 2007. Il y a zone contaminée et zone non contaminée. Donc il y a des études de consommation qui ont été faites et des études de mesure dans les différents, en particulier les racines, qui ont été faites. Donc il y a une surexposition des gens en zone, ce qu'on appelle zone contaminée. C'est-à-dire il y a une partie de la population qui est surexposée par rapport Actuellement. à d'autres. En Guadeloupe, par exemple, c'est plutôt la basse terre Actuellement, que la grande actuellement, terre. Encore maintenant. Actuellement, mais En connaissance, les gens savent qu'ils sont surexposés, mais ils le... alors, c'est des modèles de consommation. Alors après, le problème, c'est d'identifier les personnes, parce qu'au niveau des études, on fait des études sur un peu globales, si vous voulez. On ne va pas le faire au mètre près. Alors Ouais, après, ils ont été faire des prélèvements de sang, c'est quand pour même, ça, dans c'est pour les ça jardins. qu'il y a, il y a une Ouais. cartographie qui a été faite de la contamination. Le problème, c'est qui mange ces produits, parce qu'on peut manger des produits contaminés sans forcément habiter dans la zone l'effet contaminée. d'accumulation, c'est-à-dire en prendre pas beaucoup tous les jours, est-ce que ça a un effet d'accumulation qui peut, Il y a une durée à terme, de vie, s'avérer professeur, dangereux? Il y a une durée Alors, de vie très courte. La question, c'est d'évaluer les 90 risques. jours dans le sang. Le problème est l'évaluation des risques, parce que manger des produits contaminés, nous en mangeons tous les jours. On a des pesticides et d'autres éléments dans le lait, dans les fruits et légumes, etc. Donc la question est de savoir jusqu'à quel niveau, parce que le zéro n'existe pas. Donc faire une valeur limite n'a pas de sens, parce qu'on continue à empoisonner les gens. Ça, c'est pas défendable. Le problème de savoir, c'est jusqu'à quelle limite, parce que de toute façon, ce que disait la sénatrice, on va être obligé aujourd'hui d'avoir des méthodes de gestion. On hérite d'une contamination. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de tout manger? D'autre part, aux Antilles se pose le problème de l'autoconsommation et de l'indépendance alimentaire. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir. Je voudrais qu'on revienne un instant quand même sur la chronologie de tout ça, parce que bon, on l'a évoqué un petit peu au début, mais moi j'essaie de comprendre. Je me dis bon, ce produit de notoriété publique était dangereux. Il y a eu cet accident aux États-Unis, cette interdiction là-bas. Il y a eu ces mises en garde. Il y a eu Ça a continué à être interdiction en produit pendant 10 90 ans. et on a continué jusqu'en 93. Et Pourquoi? entre-temps, il y a eu des rapports en 77, Kéradec en 78. Donc c'est Madame quand la même sénatrice, pourquoi, une à votre question qui avis, était on a connue. laissé les Antillais continuer à utiliser ce produit et à s'intoxiquer? Parce que ce produit était, à mon avis, utilisé partout dans le monde. Il n'était pas utilisé qu'aux Antilles. Il était utilisé en Afrique, il était utilisé en Amérique latine, et comme je le disais, il était utilisé contre le dorifort sur tous les champs de pommes de terre. Donc ce n'était pas un produit qu'on a... Il n'y a pas une spécificité Il n'y antillaise a pas là-dessus. une spécificité antillaise sur la chlordécone. La seule chose, la seule chose d'importante, c'est effectivement ces 3 années de dérogation où on a dit vous continuez à utiliser et on De n'aurait pas 90 dû, à 93, mis à part que je ne suis pas scientifique, mais il était déjà dans le sol depuis une dizaine d'années. Et quand on sait que ça dure pendant entre 300 et 700 ans selon le type de sol, c'est dès l'origine qu'il n'aurait pas fallu créer cet organochloré. Spécificité antillaise ou pas? À part ces 3 ans supplémentaires ajoutés, en dehors de ça, est-ce que effectivement il était utilisé partout ce chlordécone? Dans l'approche même qui est faite de cette question, et les uns et les autres nous en avons parlé, il y a quand même 6000 km de distance qui font qu'on a un regard différent. Et d'ailleurs dans le reportage, quelqu'un finissait en disant si ça s'était passé en Bretagne, eh bien les choses n'auraient pas évolué de la même façon. Ça, il me semble que c'est un point important. On s'en fichait, c'était les Antilles, c'est pas grave. Exact. Non, c'est pas vrai du tout. Il s'est passé la même chose en Bretagne, Monsieur, avec des sols avec autre pollués chose, et de l'eau qui est polluée en Bretagne, Monsieur, on le sait très bien. Et les nitrates, Monsieur, si je peux terminer, puisqu'on m'a posé la question. La seconde chose, j'ai véritablement, et beaucoup d'Antillais ont ce sentiment également, qu'on est dans une sorte de déni. Madame la sénatrice, votre rapport de 2009, pour qualifier ce dont nous parlons aujourd'hui, on a dit alien chimique. non, vous avez parlé d'accident. Vous avez parlé d'un accident. Un accident, c'est quelque chose qui est fortuit, qui est involontaire. Lorsque, en conscience et en connaissance, on a décidé de continuer de commercialiser un produit aux Antilles alors qu'il est interdit, On a critiqué alors qu'il est la interdit dérogation. en métropole, ce Je n'est sais pas ce que un j'ai accident. écrit. Non, mais je vois arriver l'avocat qui nous dit c'est pas un accident, c'est de l'empoisonnement délibéré, c'est ce que vous voulez dire? On a empoisonné des sols de façon voilà ce délibérée? que vous écriviez dans votre rapport, il s'agit d'un accident environnemental. C'est vous qui l'écrivez. Bon, maître Durimel, je repose ma question. Vous pensez qu'il y a eu empoisonnement délibéré? Je ne dis pas qu'il y a eu empoisonnement délibéré, je dis qu'il y a eu mise en danger. D'ailleurs, la plainte est fondée sur 2 qualifications juridiques, l'empoisonnement effectivement et la mise en danger de la vie d'autrui. Et Alors,
explication là-dessus, parce qu'on dit c'était les Antilles, tout le monde s'en fichait, c'était pas grave, c'était les Antillais qui étaient éventuellement contaminés. C'est pas. Vous dites non, vous dites la même contamination. Il y a la même étude qui se fait en Bretagne aujourd'hui sur les femmes enceintes pour regarder les effets de l'exposition aux pesticides, parce que la Bretagne est un pays agricole qui a beaucoup utilisé de pesticides. On a vu aussi les problèmes d'élevage avec les algues, la prolifération d'algues, les résidus d'antibiotiques dans l'eau, etc. La Bretagne est extrêmement polluée. Oui, mais dans le reportage, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui dit, regardez en Bretagne, il suffit qu'il y ait quelques algues vertes, un cheval qui meurt, et c'est un drame national. La même étude, et c'est pas un hasard si l'équipe d'épidémiologie qui est en train d'étudier ce qui se passe aux Antilles vient de Rennes. Hein, bon, voilà. Donc ça veut dire que l'étude, le cœur de l'épidémiologie des effets des pesticides, elle est en Bretagne. Et on a délocalisé une équipe sur les Antilles pour avoir une... Attendez, parce qu'on parle de ça. Je voudrais qu'on voit un deuxième extrait, puisque justement, je vous faisais référence à un extrait du documentaire, et on va voir comment se répondent, et un pêcheur, et la direction de la mer, le pêcheur disant quand même, effectivement, en Bretagne, ça ne se passerait pas comme ça. Pourquoi ne pas attaquer les personnes, les vraies personnes? Si elles sont attaquées, est-ce que ça va coûter trop cher à l'État? Moi je pense que c'est parce que ça coûtera trop cher à l'État qu'ils sont en train de nous faire tourner en bourrique. Il suffit de nous donner les vraies preuves, et si contamination il y a, de nous dédommager comme il le faut, et pas faire comme ils sont en train de nous faire là en ce moment, pour une petite monnaie de rien du tout. En métropole par exemple, il y a eu les algues qui ont proliféré en Bretagne. Et tout de suite, il y a une indemnisation. C'était tout le monde qui était indemnisé. Pourquoi? Ça a tué qui? Un sanglier et un cheval. L'État reconnaît la situation, mais une fois de plus, c'est ça qui pollue le discours. On confond aide et indemnisation. C'est une aide, c'est pas une indemnisation. Pour qu'il y ait indemnisation, il faut qu'il y ait préjudice. Pour qu'il y ait préjudice, il faut qu'il soit mesuré. Et pour qu'il soit mesuré, il faut des statistiques. Demandez aux marins-pêcheurs de nous donner les tonnages de langoustes ou d'autres poissons qu'il a pêchés depuis des décennies. Je vous souhaite du courage. Madame Procaccia, ce technicien est assez cynique. Hein. Il dit, dans la mesure où les pêcheurs sont incapables de dire ce qu'ils ont perdu, on ne peut pas les indemniser. Je me permettais de dire qu'effectivement, c'est une réponse très administrative. C'est pas une solution. Les pêcheurs ont besoin d'être indemnisés. Les élevages d'écrevisses, de ouassous ont besoin d'être indemnisés. D'autant que dans le reportage, on montre bien avec les bovins, mais on l'a vu aussi avec les ouassous, qu'il suffit éventuellement de mettre dans un bassin qui n'est pas contaminé pour qu'au bout de 2 mois, 3 mois, il n'y ait plus de chlordécone dans ces langoustes ou dans les ouassous. Donc, il y a quand même des solutions, mais il faut qu'on aide les agriculteurs à pouvoir mettre en place ces solutions. Nous, on avait visité un élevage de ouassous où sur 3 bassins, il y en avait un qui était pollué et les 2 autres qui n'étaient pas pollués. Donc, on parle d'aide ou on parle d'indemnisation d'un préjudice? Je ne suis pas en... Moi, j'essaie de voir quelles sont les solutions pour les... en matière de recherche, je ne suis pas dans cette perspective. Madame, on a eu chlordécone 1, on a eu chlordécone 2, bientôt on va avoir chlordécone 3. Ça, c'est des plans d'aide qui ont été décidés. Quels sont les résultats concrets? Quels sont les résultats concrets? Les résultats concrets en matière de recherche, c'est que ça a progressé et que de ce que nous a dit, ce que m'a dit le Pram et M. Macari, c'est que là, on est en train de trouver des systèmes qui vont permettre peut-être sous 3 ou 5 ans, de trouver comment dépolluer la Terre. L'objectif, c'est de se dire comment faire pour qu'en Guadeloupe et en Martinique, ils ne restent pas pollués pendant 300 ans ou 500 ans. Attendez, dites-moi alors, dites-moi. Je ne suis pas dans la même perspective que ces messieurs. Où on en est et qu'est-ce qui reste du chlordécone aujourd'hui aux Antilles? Si j'ai bien compris, il y en a eu d'abord sur les terres, la pluie, le ravinement, etc. a fait que tout s'est passé dans les eaux, dans les nappes phréatiques, dans les rivières, enfin, etc. Ça maintenant dans la mer. Et le gros problème, si j'ai bien compris, serait maintenant dans les fruits de mer, si je peux synthétiser. Dites-moi alors, il y en a où? Mais il y a une chose qui me marque dans ce dossier, c'est qu'on a l'impression de découvrir un problème. Or, cette molécule, quand elle a été synthétisée, construite, elle a été construite pour avoir une certaine toxicité, sans quoi elle n'était pas efficace, et pour être stable. Tous ces atomes de chlore, le professeur Narbonne l'a bien expliqué, cette molécule a été faite pour être dangereuse et stable. Et après, on s'étonne, on fait semblant de découvrir qu'elle soit dangereuse et stable. Alors que c'est exactement pourquoi elle a été construite. Donc aujourd'hui, on paye quand même un retard à la décision qui est
extrêmement long, plus de 20 ans, puisque les premiers rapports datent un peu du milieu des années 70, et puis on a vu les rapports se succéder, et il ne s'est rien passé, alors qu'on connaissait les caractéristiques de cette molécule, les chimistes la connaissaient. Donc vous revenez aux responsabilités, vous dites... Je reviens aux responsabilités. Il doit y avoir des responsables dans cette Il y a une histoire. inaction, malgré les alertes, et cette inaction, c'est l'intérêt de la plainte qui a été portée par les associations. Oui. Les responsables, différents responsables de l'époque devront répondre. Si on pousse un peu, parce que je pense sans contaminer, ou je pense seulement, on sait qu'il y a des ministres qui sont tombés, il y a un Premier ministre qui a peut-être vu sa carrière écourtée ou là, nous sommes au à cœur cause justement de la procédure judiciaire. Madame parlait effectivement d'indemnisation tout à l'heure, mais avant ça, c'est les responsabilités qu'il faut rechercher. Nous avons déposé une plainte en 2006. Rarement, ça fait quelques années quand même que je suis avocat, rarement je n'ai vu autant d'obstacles opposés à des plaignants, enfin, avant que la plainte commence enfin à évoluer. Parce que quoi? Parce qu'on a peur de mise en cause éventuelle et qu'on fait tout pour que le dossier n'avance pas. Ça vous dit? Le parquet a tout fait pour faire déclarer, le parquet de Pointe-à-Pitre, puisque la plainte initialement a été déposée en Guadeloupe, a tout fait pour faire déclarer irrecevables les constitutions de partie civile. Nous sommes allés devant la chambre de l'instruction, nous avons dû aller jusque devant la chambre, devant la cour de cassation. Ensuite, une fois que ce problème a été vidé, on a transféré le dossier au pôle santé de Paris et là encore, est-ce que vous avez quelqu'un dans le collimateur? Vous pensez que c'est la faute particulièrement de tel ou tel ministre, tel ou tel responsable? Alors, on y arrive à la suite du rapport qui a été déposé, je crois que c'était fin août, monsieur Narbonne, et à partir du moment où un certain nombre d'évidences que nous avions pointées dans la plainte, mais sans pouvoir l'affirmer parce qu'il n'y avait pas encore cette caution scientifique, à partir de ce rapport, nous avons décidé, et je vous l'annonce dès maintenant, de saisir le juge d'instruction en charge de ce dossier, de ce qu'on appelle une demande d'acte, aux fins d'audition des responsables de l'époque en vue de leur mise en examen. Des responsables de quoi? Du ministre de l'Agriculture Ah oui. De l'époque, c'est-à-dire 90, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire quoi? De l'époque entre 90 et 93, en tout cas. Ces fameux 3 années pendant lesquelles on a autorisé cette dérogation qui a permis qu'on continue de se servir de ça. La prochaine étape judiciaire, c'est le... C'était qui, le ministre de l'Agriculture en 90? Oh, je ne vais pas citer de nom. Les noms, on les retrouvera. On les retrouvera facilement. Mais toujours est-il que la prochaine étape judiciaire dans ce dossier, c'est effectivement cet acte que nous allons déposer incessamment dans la semaine ou dans les quelques jours qui viennent devant le juge d'instruction. Et vous pensez que les Antilles ont besoin qu'on reconnaisse un responsable à ce malheur-là? Professeur, on disait, bon, qu'est-ce qui reste du chlordécone aujourd'hui? Et pendant combien de temps encore les Antilles vont devoir se dépêtrer de ce truc-là? Alors, quand on parle des statistiques, ce qui est important, c'est de connaître les risques aujourd'hui. Alors, les risques, ça veut dire le dépassement des doses journalières admissibles. Alors, effectivement, aujourd'hui, le dépassement, il ne concerne en zone contaminée que certaines populations des enfants, les enfants de plus de 3 ans. Alors, il y a eu une réduction de l'exposition. Pour la population générale, c'est-à-dire des adultes, y compris en zone contaminée, aujourd'hui, on est à 0,2% de dépassement de la dose journalière admissible. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement plus personne qui dépasse les doses journalières. Les doses qui ont été fixées. Qui ont été fixées. Aujourd'hui, parce qu'on parlait de statistiques, c'est l'évaluation des risques. Voilà. Donc aujourd'hui... Il y en a qui disaient dans le documentaire qu'on en a peut-être fait un petit peu trop et que ces zones d'exclusion de pêche, là, de 500 mètres, puis de 900 mètres, enfin, etc., qu'on a peut-être mis des niveaux, des seuils qui sont tellement faibles que bon, ça devient impraticable. La question. Je sais pas, hein. L'Agence de sécurité sanitaire avait fait des valeurs limites, et localement, sur la pression d'un certain nombre de groupes, ces valeurs ont été fortement baissées. C'est-à-dire qu'effectivement, on exclut de la production, aussi bien d'ailleurs chez les crevettes, la production de crevettes que la production agricole. Mais on voit des homards, des langoustes, des poissons. Alors, aujourd'hui, on peut manger tout ça aujourd'hui? Attendez. Aujourd'hui, c'est un problème de gestion. C'est exactement de gestion. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un sol pollué? Donc, c'est ce qu'on a fait nous sur les PCB ici. C'est-à-dire qu'on a fait des milliers de dosages dans nos rivières, dans les sols, etc. Et c'est pas encore réglé pour identifier quelles sont les zones, je dirais, d'exclusion où on ne peut faire aucune activité agricole, celles compatibles avec certains types d'activités agricoles, par exemple des plantes aériennes, puisqu'il n'y a pas de transfert. On peut, sur certains types de sols, cultiver des plantes aériennes et sur certains autres types de sols, disons, propres, cultiver des plantes souterraines. Donc, il faut avoir, c'est ce qu'on disait, c'était que par la recherche et par la multiplication des dosages... Bon, mais c'est un travail qui prend du temps quand même. Oui, il faut identifier les zones. Pour l'agriculture locale. Bah oui,
ça bloque tout le monde. Non, mais c'est-à-dire, c'est quand même la seule façon de pouvoir continuer à avoir une activité vivrière, c'est-à-dire où on dit on ne fait plus d'activité dans ces pays parce qu'ils sont contaminés. Et vous serez et on arrivé importe quand tout. à votre carte parfaite où on saura exactement ce qu'on peut pêcher, où on peut déjà- travailler, où on peut cultiver. On a peut- déjà bien, et après ça dépend de l'argent qu'on met pour faire ça dépend du nombre de dosages. La question qui est sous-jacente voilà. là-dedans, et on finira peut-être là-dessus, c'est après avoir été peut-être un peu laxiste, sans doute laxiste, sur la gestion de ce chlordécone et son utilisation et la permissivité qu'on a mis pour laisser les agriculteurs s'en servir, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas un petit peu extrémiste au nom de ce fameux et sacro-saint principe de précaution? Est-ce que ça... On voit par exemple sur les molécules autorisées maintenant sur la banane, il y a une évolution, il faut la noter. On n'a plus les vieux organochlorés, heureusement, c'est une autre époque, c'est le millénaire précédent. Mais il y a quand même encore des molécules dangereuses. On regarde sur les fongicides, il y a des propiconazoles, etc., des molécules qui sont suspectées d'être cancérigènes ou suspectées d'être des perturbateurs Est-ce qu'il y endocriniens. a un risque admissible à ce genre d'activité? Vous savez, bien sûr, les toxicologues réglementaires comme Jean-François Narbonne, et c'est leur métier, c'est normal, se réfèrent à des doses, soi-disant sans effet, etc. Nous, on a tendance à vouloir être vraiment précautionneux parce que les expositions sont multiples. Il y a la chlordécone, mais il y a d'autres pesticides dans l'environnement, il y a d'autres polluants qui ont les mêmes Donc on n'est effets pas dans allé trop l'environnement. loin. Non, parce qu'il faut À être l'inverse, à mon avis, dans très la précaution. précautionneux. Alors, je pense pas, on en est très loin, les niveaux qui sont admis sont encore, à mon sens, très élevés, d'autant plus qu'il y a d'autres pollutions qui viennent se rajouter, avec des produits qui sont autorisés aujourd'hui, qui eux aussi sont encore suspectés d'être cancérigènes ou d'être des perturbateurs endocriniens. Il y a l'effet des faibles doses et l'effet aussi des cocktails. Quand on fait une évaluation et qu'on définit une dose admissible pour une substance, c'est substance par substance. On en Sur les parlait cocktails, c'est aussi, avant même l'émission, on en parlait. Si on commence à tout mettre en regard, en phase, enfin tous les produits qui peuvent traîner, tous les dangers susceptibles, on se dit il faut plus bouger, il faut plus respirer, il faut plus toucher à rien. La réalité, c'est d'un côté, on a des doses de référence réglementaires pour des valeurs limites, qui est une façon déjà de limiter l'exposition. Et l'intérêt que l'on a, c'est les études qui sont faites chez l'homme, parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est peut-on être malade de la chlordécone et quels sont les effets. D'où les études chez les femmes à l'âge de procréer et les femmes enceintes, parce que aujourd'hui, les effets chez l'homme, ils sont beaucoup déclenchés, surtout pour les faibles doses ou des effets cocktails, ils vont être faits au niveau essentiellement fœtal. C'est ce qu'on appelle les 1000 jours, pendant même à la conception, c'est-à-dire dans toute la période entre la conception et le voir si un fœtus quels sont les effets, est affecté ou pas par le chlordécone. Quels sont les effets sanitaires chez l'homme, non pas dérivés d'études chez le rat ou des choses comme ça, qui est uniquement l'aspect réglementaire, d'où l'importance d'avoir des équipes d'épidémiologie qui regardent jusqu'à quel niveau de concentration sanguine on ne voit pas des effets subtils, c'est-à-dire sur des comportements, c'est pas le cancer. Pour affiner votre connaissance. Voilà, et donc on pourra dire qu'on aura protégé la population des risques sanitaires quand on aura déterminé le niveau acceptable, non pas acceptable réglementairement, mais démontré sanitairement par des études épidémiologiques. Et c'est tout l'intérêt de ce que fait le bon seuil là-bas. Et c'est pour ça tout l'intérêt de ces études, quand on parlait de la recherche, c'est de définir une valeur chez l'homme, assurant l'innocuité chez l'homme. Madame Procaccia. Elle est déjà faite, mais il ne faut pas l'aggraver. Madame Procaccia, on a un petit peu l'impression, quand on est mauvaise langue, qu'on fera des études, et quand on aura fini les études, il n'y aura plus de risque. Parce que depuis notre étude avec Jean-Yves Ledéo, qui lui est ingénieur chimiste, donc c'était un vrai scientifique qui m'accompagnait, depuis la recherche a progressé. Et moi, je voudrais rendre hommage, parce que je voudrais que ce soit ça qui est le plus important, aux équipes de chercheurs, que ce soit de l'INVS, que ce soit du PRAM, que ce soit de l'INRA, du BRG, qui effectivement essaient de chercher, organisent des colloques. Et malgré les tentatives que nous avons faites, par exemple en Allemagne, pour dire vos terres sont polluées, envoyer aussi des équipes de chercheurs, personne n'a voulu le faire, qui continuent sur la Guadeloupe et à la Martinique d'essayer de trouver des solutions. Et moi... Et au Sénat, on en est sur les solutions. Merci Mme Procaccia. On est au bout. On a terminé. Donc je comprends que votre combat n'est pas terminé. Vous, comme avocat, avec vos associations de victimes, vous allez vous battre pour faire reconnaître ses responsabilités. Puis j'ai bien compris qu'on peut quand même aller aux Antilles en vacances. Il n'y a pas de problème. On peut aller manger des fruits de mer là-bas. Et surtout manger des bananes des Antilles. Et pas du Costa Rica, parce qu'il y en a 6 ou 7 fois plus de pesticides au Costa Rica. C'est bien, ça peut se manger. Ça peut se manger par les deux bouts. Voilà, merci à vous. Merci à Aurélie Dafas qui a préparé ce débat. Je vous rappelle notre adresse internet si vous voulez nous écrire. Je vous rappelle que dans une semaine où je vous annonce, Claire Barsac parlera Bouga Bouga et Berlusconi. Enfin non mais...
c'était comme difficile. Et moi, dans 15 jours, je vais parler d'accouchement à domicile. Vous voyez, il y aura peut-être une inversion du casting. Voilà, donc je vous rappelle, manger des bananes et on se retrouve dans 15 jours en ce qui me concerne sur Public Sénat.